Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse, et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. J'écoutais les députés présenter leur point de vue sur la motion de censure hier au Parlement, et encore une fois, j'ai été frappé par le fait qu'ils s'écoutaient peu. Il y a quelqu'un qui vient à la tribune, qui lit son discours, les députés de son camp l'applaudissent, les autres sont sur leur téléphone, à quelques exceptions près. Et je me suis dit en regardant ça, mais c'est fou quoi, personne s'écoute. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun s'exprime. Et ça m'a fait penser à l'écriture. Au fait que souvent, quand on écrit, on cherche, consciemment ou non, l'adhésion générale. On cherche à ce que tout le monde aime ce qu'on écrit. On aimerait que notre vision du monde, telle qu'on l'exprime dans nos livres, soit reconnue. Souvent déjà parce qu'on a du mal à soi-même trouver sa place dans le monde, ou alors parce qu'on écrit sur quelque chose qui est tellement important pour soi que c'en est presque vital et qu'on voudrait que ça le soit aussi pour les autres, que ça ait cette même importance pour les personnes qui nous lisent. Et en faisant ça, on oublie. Alors on n'oublie pas vraiment, mais en tout cas on met de côté la diversité des réalités. Nous, les artistes, on sait, parce que c'est notre matière première, qu'il existe autant de versions du monde qu'il existe d'individus. Chacun de nos personnages est un mélange de valeurs, d'aspirations, de peurs, d'expériences qui teintent son rapport à la vie, qui affectent ses relations, qui altèrent ses perceptions, et qui dessinent une réalité qui est différente de celle de son voisin, d'un autre personnage. Et c'est cette multitude et cette rencontre de réalités qui fait la richesse de nos histoires. Et c'est essentiel pour nous, en tant que société, qu'existe la plus grande multitude de points de vue sur le monde, parce qu'ensemble, ces points de vue aident à voir et à percevoir l'expérience globale de l'humanité. Il s'agit alors moins pour nous, en tant qu'artistes, quand on écrit, de recevoir de la reconnaissance. Ça, c'est ce que veut notre ego, c'est notre insécurité qui nous fait demander de la reconnaissance. Il s'agit moins de chercher la reconnaissance que de faire exister une voix. La nôtre, ou alors celle dont on se fait les porteurs. Des fois, on va prendre une voix qui n'est pas la nôtre, on va mettre notre compétence à son service, pour plein de raisons. Ce que ça signifie au jour le jour, c'est qu'une part non négligeable de notre travail consiste à préciser cette voix, ou ces voix, quand il y en a plusieurs, qui s'expriment dans nos livres, en nous confrontant à d'autres versions du monde, à d'autres points de vue, donc en lisant, en parlant, en échangeant, en exprimant d'abord maladroitement nos idées, peut-être sur un blog, peut-être dans un journal intime, ou en tout cas un journal de recherche, puis avec de plus en plus de précision, au fur et à mesure que les versions du projet progressent, la voix se précise, la voix de ce projet se précise, le fond de ce projet se précise, mais aussi sa forme. Et en affûtant nos outils, que sont le langage, la dramaturgie, mais aussi les concepts qu'on manipule, la manière de parler de ces concepts, en affûtant nos outils pour nous exprimer avec toujours plus de précision et toujours plus de clarté, on permet à cette voix que porte notre texte d'être plus forte. Et ce travail de fond, il est également présent dans notre attention à notre capacité à ne pas attendre de validation ou de reconnaissance, ou en tout cas à nous séparer de cette attente, à distinguer entre la part de nous qui veut être reconnue pour sa compétence, ce qui est légitime en tant que travailleur, on a envie de recevoir une confirmation que ce qu'on fait fonctionne, et en séparant cette attente-là de la valeur de notre travail. C'est-à-dire c'est pas parce que peu de gens se reconnaissent dans ce qu'on fait que notre texte n'est pas bon. Parce qu'on peut faire quelque chose, on peut parler de quelque chose qui ne concerne qu'un petit nombre de lecteurs. Donc on ne va pas évaluer notre travail et sa valeur en fonction de sa capacité à emporter l'adhésion des masses, mais plutôt en fonction de sa capacité à exprimer clairement quelque chose qui nous paraît juste. Par juste, j'entends que ça a de la justesse, j'entends que c'est proche de l'intention qu'on fait porter au projet. Et pour ça, on a des questions qui nous guident. Est-ce que j'ai bien identifié ce que je voulais dire ? Est-ce que la vision du monde que je voulais faire incarner à mon histoire est bien présente dans les choix que j'ai faits, narratifs, dans les choix d'univers, dans les choix de construction dramatique, dans le style que j'ai choisi, dans le genre dans lequel j'ai choisi d'écrire ? Est-ce que tout ça est au service d'une certaine vision du monde que j'avais envie de faire porter au projet ? Et je précise que la voix qu'on fait porter au projet, c'est pas forcément toujours la même. D'un projet à l'autre, on peut explorer différentes facettes d'une même thématique, différents aspects d'un même concept, d'un même point de vue. Est-ce qu'on a bien communiqué ensuite, une fois que le livre est fait, autour de notre livre, de sorte à ce que les personnes qui partagent notre vision, ou alors que notre vision pourrait inspirer, les personnes qui ont envie d'entendre notre voix, chez qui elle peut résonner, est-ce qu'on a fait en sorte que ces personnes puissent trouver notre livre ? Qu'elles puissent se reconnaître en lui, et qu'elles puissent
avancer en le lisant, en se sentant dans leur vie plus entendus, mieux vus, mieux légitimés dans leur expérience. Parce que c'est ça aussi le partage d'expérience, c'est l'importance du fait que chaque vision du monde puisse s'exprimer. C'est que les personnes qui ont des visions du monde un peu parfois alternatives, un petit peu moins représentées, puissent se dire « Ok, c'est bon, je suis vu, j'existe ». Nous, on n'écrit pas pour être vu ou pour être reconnu, ça peut pas être notre moteur premier, sinon ça s'éteint très vite. On écrit pour permettre à d'autres, nos lecteurs, des personnes qui n'ont pas toujours ou pas encore les mots pour s'approprier leur propre expérience, de se reconnaître. Souvent, quand on lit un livre, on va se dire, bah tiens, c'est génial, ça m'a touché et ça m'a permis de poser des mots sur une expérience que j'avais, sur laquelle je n'avais pas encore posé des mots. Ça m'aide à la concevoir, à la conceptualiser, à me l'approprier. En faisant ça, ça permet aux personnes de se reconnaître elles-mêmes, comme si le livre servait de miroir qui nous permettent de voir notre reflet et de dire bah, « Ok, ça y est, je me comprends un peu mieux. Cet aspect de moi que je n'avais pas forcément identifié de manière très claire, très articulée, maintenant je peux l'articuler davantage et je peux m'appuyer dessus, en faire quelque chose dans ma vie. » Alors bien sûr, la frontière, elle est fine entre le fait d'écrire pour soi et le fait d'écrire pour les autres, parce qu'on est le premier public de nos livres. On écrit d'abord les livres qu'on a envie de lire ou qu'on a besoin de lire, ceux qui nous permettent de nous approprier nous-mêmes notre propre expérience. Et il y a certains de ces livres qui ne dépasseront pas ce stade-là. On les écrit pour nous et uniquement pour nous. Et puis il y a les autres livres. Il y a ceux qu'on décide de publier. Ceux qui, tout d'un coup, peuvent prendre une dimension plus vaste parce qu'ils arrivent entre les mains d'un lecteur et qu'à ce moment-là, ils nous échappent. Et comme dit le cliché, à ce moment-là, ils ne nous appartiennent plus, dans le sens où finalement, l'expérience qu'on a construite avec l'histoire qu'on a choisi de raconter, avec la manière dont on a choisi de la raconter, cette histoire-là parle d'une façon unique à chaque lecteur parce qu'elle renvoie ce lecteur à sa propre expérience du monde. Et donc il existe une distinction entre les livres qu'on écrit et ceux qu'on décide de publier. Publier, c'est loin d'être un acte anodin. Ça consiste à faire entrer notre lecteur dans notre processus créatif. Donc il y a toute une phase, bien sûr, du processus créatif qui est personnelle, qui n'est pas partagée. Mais à partir du moment où la décision est prise de publier le livre, je dis, ça y est, j'ai écrit un manuscrit, j'ai une histoire qui me semble intéressante, j'ai des personnages qui sont chouettes, j'ai fait mon travail, j'ai trouvé ce que je voulais exprimer, je vais le partager. À partir du moment où je le partage, je sais que je vais créer une relation entre l'histoire que j'ai racontée et le lecteur à qui je vais la proposer. Et cette relation, j'ai besoin qu'elle soit consciente en fait. J'ai besoin de la travailler et de me poser des questions sur la place que je laisse au lecteur et sur la place que le livre, dans la forme que je propose, laisse au lecteur. Parce qu'on publie avec dans l'idée l'envie d'intéresser, de peut-être divertir, d'embarquer un lecteur, de le chambouler peut-être, même de transformer sa vie, ou en tout cas de ne pas le laisser indifférent. On publie parce que on veut permettre cette rencontre entre la voix que porte notre histoire, VOX, et celle du lecteur. Et donc dès qu'on a pris la décision de publier, on va se poser la question de la place qu'on laisse au lecteur dans l'histoire. Déjà, à un niveau formel, comment est-ce que je rends le texte intelligible ? Est-ce qu'il y a bien de la cohérence tout au long de mon texte ? Est-ce que la lecture est suffisamment fluide, ou en tout cas suffisamment claire pour que le sens passe ? Comment est-ce que je fais pour créer un rythme entraînant de façon à ne pas ennuyer mon lecteur ? Parce que si je l'ennuie, il risque de lâcher le livre et de ne pas aller au bout et de ne pas être touché pleinement par l'expérience que j'ai voulu créer pour lui. Mais aussi, quels espaces est-ce que je ménage pour son imaginaire ? C'est-à-dire qu'un livre ne doit pas prémâcher tout le travail pour le lecteur. Il faut que le lecteur puisse se projeter à l'intérieur, qu'il puisse coécrire le livre en imaginant lui-même certains aspects du livre. Et ces espaces-là, ils se ménagent consciemment dans l'écriture. Et enfin, bien sûr, englobant tout ça, quel type d'expérience est-ce que je veux créer pour mon lecteur ? Quel type d'expérience de lecture ? Quel univers je veux mettre en scène ? Quelles émotions je veux qu'il ressente ? Quelles idées est-ce que je veux agiter en lui et comment est-ce que je veux ouvrir sa réflexion ? Ça, c'est toute la partie externe, mais il y a aussi une partie interne du travail de publication qui consiste à apprendre à accepter notre propre fragilité, parce qu'exposer notre vision du monde, sortir un livre et rendre public un livre qui est porteur d'un discours fort, qu'on a voulu charger de sens, c'est pas un acte anecdotique, parce que c'est une forme d'expression de soi, d'expression de quelque chose de soi qui est souvent intime, et donc qui est souvent vulnérable, et qui ouvre la porte au jugement, à la critique, à l'incompréhension et parfois au rejet, qui sont le revers de la médaille en fait. C'est-à-dire que quand je partage pour toucher quelqu'un, pour que la personne puisse se reconnaître, qu'elle puisse aimer le livre, mais à l'inverse, il y a toutes les personnes qui ne vont pas se reconnaître. Parce que quand je partage une vision du monde, forcément, il existe une vision du monde différente ou opposée qui va se heurter à la mienne. Et les réactions du lecteur, les réactions négatives, ou en tout cas les réactions de rejet, au sens très large de rejet, elles peuvent porter soit sur l'esthétique du projet, si le lecteur n'aime pas la forme, soit carrément sur le fond, où là, le lecteur n'adhère pas, voire rejette la vision du monde qui est développée dans le texte. Et ça, il faut s'y préparer psychologiquement, émotionnellement. Avant de publier, on doit être au clair avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que communiquer, exprimer quelque chose de soi, c'est rarement, ou ça n'est jamais en fait anodin. Et c'est essentiel de pouvoir le faire, et c'est essentiel d'avoir des espaces où on puisse le faire. Et la littérature, c'est un espace où on peut le faire. On peut publier un livre qui exprime quelque chose d'intime,
qui exprime quelque chose de juste pour soi, une vision du monde qui nous est propre, ou en tout cas qu'on a envie de faire exister dans le monde. Et que si on ne prend pas le temps d'embrasser pleinement notre vulnérabilité, de prendre conscience et d'intégrer en fait à notre démarche le risque émotionnel que nous fait courir la publication, et c'est bien un risque émotionnel. Alors je sais qu'on vit à une époque où peut-être, ça a peut-être été toujours le cas, mais il y a des risques aussi peut-être parfois un peu plus physiques, corporels. Il y a des auteurs qui sont menacés parfois pour des livres qu'ils ont publiés. Mais ça, on va le mettre de côté pour l'instant. On va se concentrer d'abord sur le risque émotionnel, parce que l'autre aspect relève de la légalité et de la législation. Mais le risque émotionnel, il est personnel, il est à gérer intimement. Et si on ne prend pas le temps de prendre la mesure de l'émotion qu'on met en jeu dans la publication d'un livre, on risque de s'auto-censurer. Parce qu'une partie de nous va vouloir nous préserver, va anticiper sur le danger, avec des guillemets, sur la vulnérabilité qu'on expose. Et pour éviter le choc, on va mettre en place des barrières qui vont dire je ne vais pas aller dans cette direction, je vais plutôt m'exprimer autrement et je vais taire un petit peu mon discours. Je vais baisser le son, je vais museler peut-être certains aspects de mon discours. Et en faisant ça, évidemment, on nuit à l'impact positif que pourrait avoir le livre sur nos lecteurs. Les lecteurs qui pourraient vibrer avec la corde qu'on a développée dans le livre. Et ça me fait penser à une conversation qu'on a eue la semaine dernière avec une auteure du Mastermind. C'était pendant la séance du vendredi, que je fais un coaching toutes les semaines dans le Mastermind. Elle me parlait d'un projet qui lui tient à cœur, que ça fait des mois, peut-être même des années qu'elle porte, et qu'elle a envie de faire, et que là enfin ça y est, elle va pouvoir le faire, et elle n'arrive pas à trouver l'angle. Elle bute, elle essaye, elle bute et elle n'arrive pas. Elle écrit des choses, mais rien ne sort qui la satisfasse. Et en discutant, il est apparu qu'elle savait très précisément pourquoi elle voulait écrire ce projet, comment ce projet la touchait, pourquoi il était important pour elle, donc ce que j'appelle la voix ici du projet. Et elle savait que c'était quelque chose de très intime, et de peut-être tellement intime qu'elle ne s'autorisait pas à y aller. Et quand je lui ai dit, est-ce que c'est quelque chose, tu sais que c'est quelque chose d'intime, tu l'as identifié, elle l'avait identifié, je lui ai dit, est-ce que tu serais OK de le partager avec nous? Elle a dit, je suis pas sûr. Et j'étais pas prête à le partager dans le cadre protégé quand même du Mastermind, où on est quelques auteurs, on a un espace de confiance dans lequel on sait qu'on est en sécurité pour partager des choses comme ça un peu fragiles. C'est sûr que le pas d'après, qui serait d'écrire le projet et de le publier, c'est un pas qui ne peut pas être fait. Enfin, quand il y a cette réalité émotionnelle, il y a une censure très importante qui se met en place, qui fait que la créativité peut être bloquée, ou en tout cas que ce qui sort de soi n'est pas exactement ce qu'on veut et qu'on le sait, on en a l'intuition. Cette intuition, elle est importante à écouter pour réajuster ensuite le projet, pour l'amener là où on veut l'amener, ou peut-être décider que c'est pas le moment et qu'on n'est pas prêt à partager cette partie-là de soi. Et c'est ça qui appauvrit nos projets souvent, c'est notre difficulté à débroussailler le cœur de nos intentions, à aller droit au but, à toucher à l'essentiel de ce pourquoi nous écrivons nos histoires. Et cet essentiel, c'est très souvent d'exprimer une vérité intime de notre manière de vivre l'existence, qui s'exprime de plein de façons, cette intimité. C'est pas forcément une écriture de soi, des fois c'est très fictionnalisé et pour autant très intime. Et donc en gagnant en clarté sur toutes ces choses-là, sur la voix qu'on veut faire porter au texte, sur la manière dont les différents éléments qui composent l'histoire sont au service de cette voix, sur la charge émotionnelle que porte pour nous le fait de vouloir partager et rendre public cette voix, tout ça nous aide à aller plus loin dans notre écriture et à développer une œuvre plus personnelle et une vraie œuvre d'auteur. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, à partir du 8 avril, pendant 6 week-ends, avec une pause pendant l'été, donc ça va s'étaler d'avril à... Ça fait avril, mai, juin... septembre, octobre, novembre, donc jusqu'à novembre. J'accompagne des auteurs sur leurs projets. On va travailler pendant 2 jours, 6 fois, pour pouvoir avancer en fonction des questions qui sont portées par les auteurs. Si vous avez peu de temps pour écrire, ça peut être l'occasion de verrouiller du temps, de vous dire au moins j'ai 10 heures, 6 fois dans l'année pour le faire, pour avancer, pour réfléchir, pour développer mes projets. Donc ça, c'est mon accompagnement de projet qui redémarre là au mois d'avril. Et il reste quelques places. Si ça vous intéresse, vous pouvez me faire signe par mail. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast.